Bien, merci beaucoup. Donc, au préalable, j'aimerais remercier également Antonin Durand et Claire Zalck pour m'avoir proposé de participer à cette journée centrée sur les objets. Et ici, bien sûr, je vais vous parler comme indiqué sur la diapositive de présentation. Je vais vous parler de monnaie et essayer de vous montrer comment la monnaie peut être un marqueur, un objet traceur des mobilités euh, prises dans leur acception la plus large. Ça peut être des mobilités ponctuelles, individuelles, des mobilités de groupe, des déportations même parfois, ou ce qu'on peut appeler des migrations au sens large. Alors, en guise d'introduction, l'idée c'est d'essayer d'écrire donc une histoire des mobilités, des migrations pour des sociétés pour lesquelles on ne dispose pas de sources écrites et détaillées, chroniques et archives. Pour l'Antiquité, on souffre d'un problème principal, c'est celui de la pénurie des sources par rapport aux périodes contemporaines où vous souffrez, vous, à l'inverse, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une souffrance, d'un trop plein de sources. Nous, on doit composer avec moins de sources parce qu'elles ont disparu, parce qu'elles n'ont jamais existé aussi. On a des peuples sans écriture ou avec très peu d'écriture. Donc cette histoire peut s'effectuer à partir de, souvent, la culture matérielle. Les objets parlent à la place des textes. Donc une approche numismatique et archéologique, donc par la monnaie, va vous être proposée maintenant. Alors l'avantage de la monnaie, c'est qu'il s'agit d'une documentation sérielle, massive, continue, qui possède souvent des informations aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui la géolocalisation. Deux informations principales, souvent, c'est le lieu de production, qu'on connaît souvent, l'atelier où la monnaie a été fabriquée, et le lieu de découverte, c'est le site archéologique, avec différents niveaux, le micro-contexte, la stratigraphie archéologique, le macro-contexte, le territoire ou le site dans lequel cet objet peut être trouvé. Un des maîtres mots aujourd'hui qui a considérablement disons, transformer l'étude de la numismatique et l'archéologie, c'est le contexte et la contextualisation, bien sûr. Sans contexte, de nombreuses informations nous échappent, on perd les mises en série, on perd aussi les distributions géographiques des phénomènes. Quelqu'un qui vient avec une monnaie en disant je l'ai trouvée mais je ne vous dirai pas où c'est, certes c'est une monnaie antique, elle peut nous apporter des informations, mais sans l'information du lieu, du contexte de découverte, on perd énormément de niveaux d'information. Et ce qui est intéressant, c'est que la monnaie, c'est qu'il s'agit d'un document qui est mobile, certes, mais qui possède à la fois une image et un texte. Donc il se prête à une multitude d'approches, des approches sérielles ou individuelles, historiques donc, archéologiques, cartographiques et archéométriques, puisque parfois, quand on fait l'analyse en archéométrie de la teneur en métal fin d'une monnaie, il y a des marqueurs, des traceurs qui nous permettent de dire où a été extrait le métal. Et donc parfois, on a des migrations, des mobilités qui peuvent se dessiner, parfois des opérations de pillage d'un peuple qui va chercher du métal chez un autre, etc. Donc on peut avoir, jusque dans l'analyse archéométrique, donc on parlait tout à l'heure des bactéries, mais effectivement, la pluridisciplinarité, l'apport des sciences dures est fondamental aujourd'hui pour la compréhension des sociétés anciennes. Alors dans le présent exposé, pour éviter les généralités et les longs discours, je vais faire un peu comme mon collègue il y a un instant. Je vais vous présenter des exemples pris dans l'histoire et la monnaie, principalement la Rome impériale, et je vais passer en revue ces différents exemples. Alors bon, je vais voir jusqu'où je peux aller, j'ai essayé de tenir les temps, et je mettrai en particulier l'accent, mais pas seulement, sur la période dite des grandes invasions, puisqu'elle porte bien son nom, enfin pas vraiment, la période que les Allemands, dans l'historiographie allemande, on appelle le Volkswanderung. Alors je commencerai par la question de mobilité sur très longue distance, épiphénomène exotique ou phénomène structurel. Et je vais reparler un petit peu de la route de la soie. Alors, lors de fouilles programmées près d'Okinawa au Japon en 2016, ont été mises au jour plusieurs monnaies de bronze romaines du IVe siècle de notre ère en très mauvais état. Vous les voyez à l'écran, on voit à peine le portrait des empereurs. L'affaire a fait grand bruit à l'époque dans les médias. Des Romains seraient-ils allés jusqu'au Japon? Hélas, non, je vous le dis tout de suite. Le site de leur découverte, en fait, c'est un château, le château de Katsuren, qui date des XIIe, XVIIe siècles. Donc les monnaies ne peuvent donc être les témoins de mobilité des Romains, comme le laissaient entendre beaucoup d'articles qui avaient fleuri sur la toile, ni d'échanges commerciaux de long terme, de long cours. De surcroît, ces monnaies que vous voyez là étaient mêlées à des pièces ottomanes. Donc le dossier est hors de notre propos. Ces monnaies ne sont que des objets de curiosité et appréciés comme tels à l'époque par les Japonais qui possédaient ces pièces et qui les avaient prélevées, comme on peut prélever parfois une pièce exotique dans son porte-monnaie, en quelque sorte. Donc je l'exclus du dossier, mais c'est juste pour vous montrer l'importance des contextes. Si on n'avait pas eu de contexte là, on aurait pu raconter n'importe quoi et on aurait pu écrire un roman. Et d'ailleurs, il y a des BD qui nous font connaître des Romains allant jusqu'au fin fond de la Chine, etc. Donc là, c'est de l'ordre du roman. Donc là, on exclut le romanesque, je suis désolé. Donc voilà la structure du château en question, qui date donc du XIIe, XVIIe siècle, une série d'occupations dans cette période-là.
Alors en Chine, depuis les années 1950 en particulier, une vingtaine de sites des nécropoles aristocratiques des 5e, 8e siècles après Jésus-Christ, pour l'essentiel, ont livré de rares monnaies byzantines. Ce sont des pièces d'or appelées solidus, que vous voyez à l'écran. Solidi au pluriel, c'est le mot qui a donné le mot sou en français, qui pèsent en moyenne 4,50 grammes, qui sont très calibrées et qui sont effectivement très rares en Chine à cet endroit. Elles faisaient partie du mobilier qui accompagnait le défunt dans sa dernière demeure. Parfois percées pour être portées, ce ne sont pas à proprement parler des cadeaux diplomatiques entre Byzance et la Chine. Il n'y a pas eu d'échange direct entre les dirigeants des deux empires, mais plutôt des objets de prestige, des prestige objects, prisés des élites locales pour leur caractère rare et exotique, attaché à une lointaine puissance, rayonnante. Tellement prisés d'ailleurs qu'on va les recopier. Vous voyez une pièce trouée à gauche de l'écran, c'est une pièce originale, une vraie pièce qui vient de Byzance. Celle de droite, c'est une imitation, et vous voyez qu'elles étaient percées pour être portées, donc on change, la monnaie n'est plus une monnaie, mais ça devient un bijou, c'est un objet démonétisé en quelque sorte. Donc là, on rentre dans une anthropologie de la monnaie, du prestige qui lui est attaché, etc. Et ce que je vous montre ici, c'est la carte de distribution qui correspond à la Chine centrale, là d'où vient la peste. Et là encore, pourquoi il y a autant de solidi à cette époque et pas de monnaie romaine auparavant? C'est parce qu'il y a une intensité des échanges, toute proportion gardée, qui est plus forte à cette époque qu'aux époques antérieures. Donc on a ici des vestiges infimes, affleurant des mobilités commerciales de grandes ampleurs qui se correspondent en fait à une des deux routes de la soie, la route terrestre. Plus à l'ouest, en Inde. Donc je vais progressivement vers l'Empire romain, vous voyez, je m'en approche. Ce sont des oreilles des 1er et 2e siècles de notre ère qui peuvent retenir notre attention. Il s'agit en fait majoritairement d'oreilles officielles, donc des pièces frappées à Rome, qui ont été trouvées, mais aussi de pièces imitées. Vous avez à gauche de l'écran, à droite, pardon, pour vous, un portrait d'une impératrice, Faustine majeure, mais c'est en fait une monnaie imitée, puisqu'il y a des caractéristiques propres de la forme des lettres, etc., qui montrent que ce n'est pas une monnaie frappée à Rome, ce n'est pas une monnaie de l'atelier officiel de Rome. Donc ces pièces, elles ont souvent reçu aussi un coup de ciseau au droit, vous le voyez sur le portrait des empereurs, c'est un coup de ciseau pour vérifier si la monnaie n'était pas fourrée, si elle avait bien une teneur en métal fin jusqu'au cœur de la pièce. Donc on donnait un coup de ciseau pour vérifier la teneur en métal et s'il n'y avait pas de trucage de fausses monnaies derrière ces pièces-là. Alors que font ces monnaies découvertes principalement à l'extrême sud de l'Inde et à Ceylan au Sri Lanka? Alors ces monnaies se distinguent ici du dossier chinois en ce qu'elles témoignent d'intenses relations commerciales directes entre des marchands romano-syro-arabes d'un côté et des puissances indiennes locales de l'autre qui vendaient alors le premier or noir de l'humanité, à savoir le poivre. Ces monnaies accompagnaient donc des échanges commerciaux intenses et des mobilités humaines associées à une époque où l'archéologie l'a bien démontré. On trouve des traces d'une présence de marchands en Inde, romains ou gréco-romains, une présence aussi militaire romaine très très loin en mer Rouge. On sait maintenant que les Romains contrôlaient une grande partie de la mer Rouge par des fouilles récentes et par des inscriptions notamment qui nous font connaître une présence militaire au cœur de l'île de la mer Rouge. Et aussi, à l'inverse, on sait que dès les années 10 de notre ère, sont attestés justement des grains de poivre de Ceylan qui ont été perdus, alors excusez-moi, dans les latrines d'un camp romain, sur le Limès, c'est-à-dire la frontière rhénane, à Bissheim, près de Neuf-Brisach, dans un camp romain qui a été fouillé par Michel Rédé, le fouilleur de Alésia. Donc c'était une fouille des années 90 qui a permis de découvrir ce grain de poivre daté des années 10-20 après Jésus-Christ. Donc on voit l'intensité de ces relations, donc on a bien des mobilités derrière. En tout cas, ces trois exemples montrent l'apport marginal parfois, mais essentiel, de la monnaie pour la connaissance de mobilités spécifiques, mal attestées par les sources parfois, ou parfois carrément ignorées des sources. On insistera aussi sur l'importance encore des contextes. Alors les monnaies, leur lieu de découverte, dessinent aussi des routes, des flux, des territoires. Elles laissent aussi entrevoir certains profils d'utilisateurs, ainsi que des mobilités affleurantes dans les territoires donnés. Donc, je viens de dire quelque chose de très théorique, je vais préciser mon propos. Pour la Gaule, la France, puisque les Gaulois sont nos ancêtres, on rappellera que la monnaie s'est implantée et diffusée sur ce territoire à la suite de mobilités très particulières. En fait, il s'agit de savoir là, de Celtes, de mercenaires au service des rois hellénistiques, revenus avec leur solde en monnaie d'or, qu'on appelle un stataire, une fois leur contrat accompli. Bien sûr, en Gaule, il y a eu de la monnaie très tôt, à Massalia, et son territoire est sur la côte, mais c'est resté très confiné. L'usage massif de la monnaie dans les territoires celtiques, au nord de la Garonne, va s'imposer par ce biais-là, par ces monnaies d'or. Et puis, on a au sud de la Garonne un autre processus qui est lié au contact et aux échanges physiques, marchands, etc., des mobilités entre les peuples gaulois et des cités grecques
des comptoirs de cités grecques situés au nord de la côte de Catalogne, notamment avec la cité d'Empurias Emporium. Donc, dans les deux cas, avec le temps, ce sont des monnaies qui ont été copiées très fidèlement, et les prototypes qui ont été copiés sur des monnaies antiques. Donc, vous avez ici un exemple précis. Et puis progressivement, on va s'éloigner du prototype pour adopter des caractéristiques propres à l'art et à la culture visuelle celtique. Donc, je vous montre ici deux exemples. Voilà les statères de Philippe de Macédoine en or avec le bige au revers et le portrait d'Apollon lauré à droite. Et puis, donc, ces monnaies-là sont imitées au nord de la Garonne, et au sud, on a plutôt des monnaies qui reprennent le type d'Emporion et qu'ensuite on appelle des monnaies à la croix, puisque vous voyez qu'au revers, vous avez une forme de croix qui se dessine. Pour vous donner une idée aussi de ce que sont ces monnaies, voilà le prototype en haut de la diapositive. Puis plus on s'éloigne dans le temps, plus on s'approche du temps moderne, plus on avance vers l'époque de la conquête, plus on voit que le prototype est laissé de côté au profit d'une imagerie qui développe ses propres critères, ses propres éléments, avec ses détails, un joug, une main, un cheval anthropomorphe. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que la monnaie est implantée suite à des mobilités très particulières et dans des contextes très précis, à savoir ici la guerre et les mercenaires. Alors la carte des distributions de trouvailles monétaires permet aussi de circonscrire des espaces et des territoires à l'intérieur desquels s'effectuent des échanges commerciaux et des mobilités humaines qui nous échappent des sources littéraires. Prenons le cas, par exemple, de l'Afrique proconsulaire, qui correspond en grosso modo à la Tunisie actuelle au IVe siècle de notre ère. À cette époque, les monnaies officielles de l'Empire romain sont marquées au revers, donc à l'exergue, c'est la petite partie qui est signalée en rouge, en carré rouge, donc à l'exergue, avec une indication très précieuse et très précise de l'atelier et des officines, des sous-structures à l'intérieur de l'atelier, dans lesquelles ces monnaies ont été produites. Donc ici, vous avez Cons plus un certain nombre de petits chiffres, donc Cons et Constantinople. Donc la monnaie là que vous avez sous les yeux, on sait qu'elle a été frappée à Constantinople. Donc cela permet en gros, quand on met des séries très très importantes sous la forme de tableaux et qu'on fait des cartes de distribution, on observe qu'à certains moments, les apports monétaires viennent plutôt en Afrique du Nord, c'est-à-dire de l'Italie et des Balkans, ou plutôt parfois de l'Ouest, ou de l'Est plutôt, de Constantinople, de Syrie, d'Égypte, avec des coûts de balancier importants dans la seconde moitié du IVe siècle. Ce que je veux dire par là, c'est que la monnaie ici ne nous aide pas à définir une mobilité propre, mais elle nous donne des cadres des mobilités qui nous échappent des sources littéraires. Donc là, c'est plutôt des mobilités de commerce, et il faut corréler aussi ça, et ça c'est très important, de croiser les données, je ne l'ai pas fait ici, je n'ai pas le temps, avec notamment par exemple les amphores d'exportation vinaire, d'huile, etc. Donc là, on a un cadre, si vous voulez, des échanges commerciaux, et derrière ces échanges commerciaux, d'autres échanges tout aussi importants. Alors pour compléter ce panorama, j'aimerais maintenant aborder la période dite des grandes invasions, rentrer dans le cœur du sujet, Volkswanderung en allemand. En effet, du IIIe au Ve siècle de notre ère, pour simplifier, l'Empire romain fut traversé par de vastes mouvements de peuples et de populations entre le barbaricum, la zone où vivent les barbares, et l'Empire d'une part, mais aussi à l'intérieur des limites mêmes de l'Empire romain d'autre part. Donc quels éclairages, de ce point de vue-là, originaux et propres peuvent apporter sur ces questions les témoignages numismatiques? Alors je commencerai par un document exceptionnel qui met en image, du point de vue du pouvoir, un de ces nombreux transferts et implantations de population, et qui aussi, au passage, offre une bonne idée de l'idéologie impériale qui pouvait guider et justifier ces phénomènes. Donc c'est un document qui a été retenu pour illustrer la journée, sur les affiches de la journée d'aujourd'hui. Donc, découvert en 1862 dans la Saône, cet objet monétiforme est en fait l'épreuve en plomb du simple revers d'une monnaie d'or, un multiple, qui mesurait entre 8 et 8,5 cm de diamètre. Il reproduit donc simplement le revers d'une monnaie qui aurait été frappée à Trèves. C'est un document unique qui atteste l'existence d'une émission exceptionnelle, mais très peu abondante, qui était destinée en fait à une distribution au soutien du régime, des soldats après une bataille ou des administrateurs civils. Donc depuis le XIXe siècle, les spécialistes ont beaucoup glosé sur les scènes qu'il représente sous la forme de deux registres. Alors, sur le registre supérieur, je commencerai par celui-ci, on observe de gauche à droite deux soldats armés, puis deux empereurs assis, nimbés. Donc on voit l'origine du nimbe dans l'iconographie chrétienne. Il est au départ un symbole du pouvoir politique.
dont l'un donne un sac à des personnages, des hommes, des femmes, des enfants, placés devant lui. Sur la légende, donc la légende c'est le texte qui accompagne, on lit Saeculi Felicitas, la félicité des siècles, pour une traduction littérale. C'est un thème qui renvoie à un retour à l'âge d'or dans l'idéologie impériale après des âges de ténèbres ou des moments difficiles. Au registre inférieur, qui complète et enrichit le précédent, on voit 3 adultes au cœur du registre et 2 enfants avec des ballots sur l'épaule. Ici, c'est un dessin qui réinterprète le document qui est aujourd'hui très abîmé, c'est du plomb, donc il est quasiment illisible aujourd'hui, il est conservé à la BNF, et qui traverse sur un pont un fleuve d'une ville à une autre. Et alors, ce qui est formidable dans ce document, c'est que la légende nous dit quelle ville et quel fleuve est traversé. Il s'agit d'une part du Flumen Rhenus, donc le Rhin, entre Castellum, la ville de Kassel actuellement en Allemagne, c'est une des Kassel, c'est pas peut-être la plus connue, et Mogontiacum, la ville de Mayence. Donc vous voyez les noms, et la ville qui est représentée sous la forme d'une idée de ville, c'est les enceintes avec un mur. Bien sûr, la ville ne se présentait pas comme ça, c'est un raccourci, une symbolique pour désigner ce qu'est une ville. Donc cette image destinée à être distribuée comme cadeau de prestige au soutien du régime représente ainsi, de manière condensée, comme une BD, de manière narrative, l'accueil de populations dans l'Empire, l'aide des empereurs pour les y installer, et enfin le passage symbolique des territoires barbares aux territoires civilisés. On ignore ici s'il s'agit de barbares germains ou de prisonniers romains devenus esclaves chez les Germains et libérés par les empereurs et les armées romaines après une campagne victorieuse dans le pays des barbares. Les textes nous disent cependant que des terres abandonnées en Gaule au IIIe siècle ont été repeuplées de cette façon, et donc on ignore ici le statut réel de ces individus qui sont transférés. Et on ne sait pas s'ils sont déportés, s'ils sont installés, donc le phénomène même migratoire est difficile à caractériser. L'image est forte et fonde aussi un thème que l'on retrouve quelques décennies plus tard sur les monnaies, la victoire et la déportation de barbares sauvages dans l'Empire, avec en arrière-plan, et vous le voyez sur cette monnaie d'un des fils de Constantin, qui est frappé autour de 350 après Jésus-Christ, où on voit la victoire et la déportation de barbares sauvages dans l'Empire, symbolisés par des petits personnages qui sont tirés par la main, par un soldat qui est l'empereur, ou l'empereur assimilé à un soldat, ou le dieu Mars, en tout cas c'est le pouvoir romain militaire qui est représenté là, qui sont sortis de leur hutte pour être emmenés en quelque sorte dans un espace de civilisation. Donc on voit ici très clairement l'idéologie de ces guerres de Rome et de ces déportations de population. Rome garantit la paix, la pax, la prospérité, et sort les barbares de leur état sauvage, la feritas en latin, au profit de la civilisation que les Romains appelaient urbanitas et romanitas. Cette question des relations entre Rome et les barbares et les mobilités et migrations associées peut être abordée aussi par d'autres dossiers numismatiques et archéologiques. En fait, la question que je peux essayer de poser très rapidement ici, c'est qu'est-ce qu'une invasion barbare au IIIe siècle de notre ère, au début du IVe siècle? Souvent, en fait, il s'agit d'une simple incursion à des fins de pillage, et les véritables invasions, celles qu'on voit dans les livres un peu d'Épinal, les vraies invasions, c'est-à-dire l'installation massive de peuples, n'interviendront que bien plus tard, en fait, pour simplifier, au Ve siècle après Jésus-Christ. Donc au IIIe siècle et au début du IVe siècle de notre ère, ce sont des installations qui sont souvent négociées et avantageuses pour l'Empire. On connaît ainsi, là je vais vous donner un exemple qui n'est pas trop avantageux, mais plutôt un exemple de ce qu'est matériellement une incursion barbare. On connaît ainsi 2 dépôts d'objets métalliques et précieux associés à des monnaies, je ne vous montre pas les monnaies, à Neue Potz et Hagenbach. Il s'agit probablement en fait d'un butin qui est caché et perdu ou sur la route du retour parce que ces groupes de barbares infiltrés dans l'Empire ont été interceptés par les armées de Rome sur le Rhin. Et vous voyez la localisation d'Hagenbach et de Neue Potz, ça correspond à un des points de passage, de franchissement très importants du Rhin à cette époque. Et donc, qu'a-t-on trouvé dans ces dépôts? Des offrandes d'objets en argent, en bronze. Donc vous voyez ici, c'est principalement des grandes quantités de bronze, d'objets cassés parfois, pliés, rassemblés pour avoir des masses de bronze. Donc ils cherchaient de l'argent, on le sait par les sources littéraires qui là nous donnent des informations. Ce qui était recherché, c'est du métal précieux, du bronze, et aussi des esclaves. Donc les esclaves, les malheureux, on ne les a pas retrouvés dans les gravières, fort heureusement pour eux. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est que dans le dossier de Hagenbach, on a retrouvé associé à ces ensembles de vaisselle et d'objets cassés en vrac des lamelles d'argent. Et ces lamelles d'argent sont des ex-voto qui étaient affichées, qui étaient fixées sur une âme en bois dans un sanctuaire religieux païen.
Or, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'onomastique, les noms des individus qui sont présents sur ces lamelles d'argent, correspondent à une onomastique caractéristique du piémont aquitain. Ça signifie donc que ces lamelles d'argent ont été probablement pillées par les barbares qui se sont rendus jusqu'au piémont pyrénéen. Ils ont fait une grande tournée à l'intérieur de l'espace qui correspondait à la France actuelle, à Gaule, puis ils ont été interceptés à leur passage, à leur franchissement du Rhin, phénomène assez caractéristique qu'on connaît très bien. Donc là, on a un très bel exemple de ce qu'est une incursion dans l'Empire romain. Qu'est-ce que c'est qu'une invasion barbare à l'époque du IIIe siècle, très différente, je vous le dis, des incursions et des invasions et des installations du fin IVe, début Ve siècle. Alors là encore, je vais vous développer un petit peu une autre réponse, un élément intéressant de réponse à ces incursions et qu'on connaît notamment par la monnaie. Donc une autre réponse des empereurs face à ces incursions, en plus d'intercepter les pillards, comme on vient de le voir, était en amont de désorganiser les regroupements de barbares, de germains, dans le barbaricum, avant qu'ils n'aient le temps de faire leur jonction et d'attaquer. On le sait par les sources littéraires, notamment par un auteur du IIIe siècle qui s'appelle Hérodien. Et on le sait également par ces monnaies. Alors ces monnaies, c'est des monnaies tout à fait banales, mais ce qui fait leur originalité, c'est le contexte de leur découverte, et le contexte, le lieu et le micro-contexte. Alors, elles ont été découvertes à Hartshorn. Hartshorn, c'est une ville en Basse-Saxe, à 20 km au nord de Göttingen aujourd'hui, mais qui, dans l'Antiquité, se trouvait à près de 180 km des avant-postes frontaliers romains, en plein barbaricum, en pleine Germanie libre. En l'an 2000, donc, des détectoristes puis des archéologues professionnels ont mis là au jour une grande abondance d'objets qu'on appelle des militaria. Ce sont des objets liés à la sphère militaire, des armes, des éléments de défense ou aussi des boucles de ceinture, enfin tout ce qui relève de la sphère militaire, plus quelques deniers, et vous les voyez là, ces deniers d'argent, datés des années 210-235. Donc très bien datés, en bon état, même s'ils ont l'air un peu piqués, ce sont des monnaies en bon état qui ont assez peu circulé. Ces militaria, on le sait, voilà le site, c'est en pleine race campagne, et voilà un lidar. C'est une analyse de la microtopographie avec un passage avec un avion et du laser qui permet de déceler des choses très fines, très précieuses. Et là, vous voyez ici l'espace où tous ces objets ont été retrouvés. Ça correspond à un col et une ancienne route qui est fossilisée aujourd'hui dans le paysage. Et donc, qu'ont fait les archéologues? Ils ont fait du détecteur, ils ont fouillé, ils ont fait des fouilles conventionnelles. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avec l'aide des détecteurs, ils ont fait une étude balistique aussi de toutes les armes de jet qui étaient plantées dans le sol. Ce qui a permis en fait, d'établir un scénario tout à fait original. Donc, vous voyez ici les différents tracés des armes et des pointes, d'où elles ont pu être tirées et où elles ont été fichées dans le sol. Et voilà le scénario de cette affaire, c'est qu'en fait, les Romains avaient envoyé des rat-boys ou des commandos désorganiser les barbares, en fait sécuriser, comme on dit dans le langage euphémisé actuel. Et les barbares ont tendu un piège aux Romains. Et c'est ce site de bataille qui est témoin de cette stratégie de l'Empire romain pour limiter les incursions à l'intérieur de l'Empire. Et c'est les monnaies qui nous donnent la clé, la datation. On est durant les campagnes d'un empereur qu'on connaît très bien, qui s'appelle Maximin le Thrace, 235-238. Donc voilà les armes en question. Vous voyez un pilum, vous voyez des pointes de flèches. Voilà les armes des Germains. Voilà également un autre élément intéressant, c'est une dolabra. C'est une hache-pioche polyvalente sur laquelle on a le nom de la légion et on sait que ces légionnaires venaient du Danube. Donc on voit en plus les mobilités des soldats et les différents mouvements de troupes qui pouvaient s'accompagner. Alors je vous montre un autre exemple avant de conclure. C'est le site d'une implantation de barbares au service de Rome à Saint-Ouen-du-Breuil. Donc il s'agit en fait d'un site tout à fait original en Seine-Maritime qui a été fouillé en 1995 lors de fouilles préventives pour le tracé d'une autoroute. Et sur ce site, un petit dépôt de monnaie en argent exceptionnel. Donc vous voyez ici le type de monnaie, elles sont de très belle qualité, c'est de l'argent pur, associé à une bague en or, 3 cuillères d'argent, le tout dans un tissu qui est encore conservé. Donc ça a été trouvé dans un vase, dans un fossé. Et à côté de ce fossé, les archéologues ont trouvé près de 20-25 constructions sur poteaux, qui sont des maisons étables, datées des 4e, 5e siècles, et qui n'ont rien à voir avec l'architecture qu'on connaît pour ces espaces-là à cette époque. Et elles sont caractéristiques des constructions qu'on connaît en revanche dans les territoires du Barbaricum en Germanie libre. Donc au fond des structures en Normandie actuelle qui correspondent à celles qu'on construisait à l'époque dans la Germanie libre. Donc dans ce dossier, tout surprend, les structures et aussi le dépôt qui contraste avec la relative modestie de ces structures. Toujours est-il qu'en fait, ces maisons étables mesurent pour certaines d'entre elles 25 mètres de long,
pour vous donner l'importance du site. Alors, en fait, ces médaillons rarissimes sont les témoins, là encore, de distribution de cadeaux, d'une distribution à des officiers les plus en vue de l'armée. Et ce site donne donc à voir quelque chose de très intéressant qu'on ne saisit jamais par l'archéologie, ou qu'on ne saisissait très mal, et qu'on connaît très peu par les sources littéraires. C'est l'implantation concrète de Germains dans l'Empire, des Germains qui sont volontairement associés au service de Rome, installés là pour des raisons militaires, dans le cadre de la défense des côtes normandes contre, à l'époque, les incursions de pirates qui venaient de Frise et de Saxe, dans un dispositif militaire assez sophistiqué. Est-ce que j'ai encore 2 minutes pour conclure sur les monnaies d'Ukraine, ou c'est trop ? La conclusion, est-ce que alors je vais faire une conclusion épilogue, alors j'ai feinté un petit peu. Donc, je terminerai mon exposé sur cette pièce en or que vous voyez là, qui est percée, et qui a fait l'objet d'ailleurs d'une invitation. Enfin, elle a été présentée par mon collègue Alexander Bourcheux. Je remercie l'Institut des Migrations qui a permis cette invitation en décembre l'année dernière, 2019. Alors, cette monnaie en or est une monnaie très originale, puisqu'elle a été trouvée en Ukraine, et elle est percée, et c'est une monnaie d'imitation. Cette monnaie d'imitation, elle imite un prototype qui est en fait une monnaie, non pas une monnaie impériale frappée dans un atelier de Rome, officiel du pouvoir impérial, mais dans une cité de l'Empire, une cité qui se trouvait sur le détroit des Dardanelles, qui s'appelle Alexandrie de Troade. Donc que fait cette monnaie en or, trouvée en Ukraine, sachant qu'en plus il y a une série de monnaies comme ça, on en connaît une vingtaine, trouvées toujours au même endroit en Ukraine, des monnaies imitées en or, de monnaies de bronze, qui viennent du détroit des Dardanelles. C'est très curieux. Alors, pour simplifier, pour résumer à grands traits, en fait, ces monnaies en or sont les témoins directs des incursions des Goths dans les années 250 après Jésus-Christ, qu'on connaît un petit peu par les sources littéraires. On sait que les Goths ont pillé une partie du territoire actuel de la Bulgarie, de la Roumanie, de Macédoine et Grèce, et on avait assez peu de traces matérielles. Or, en Ukraine, on a retrouvé énormément des spolias, des objets pillés par ces Goths, et ça nous permet aussi, ces monnaies d'imitation qui imitent des pièces pillées par les Goths sur les détroits, les Dardanelles, de voir aussi de préciser la route que empruntaient ces populations pour lancer des incursions dans l'Empire romain. Donc ces Goths correspondent en fait, je vous donne juste la carte ici qui est importante, à la culture dite de Tcherniakov, c'est le faciès de civilisation à partir de la culture matérielle, qui est la grande culture dominante des Goths à cette époque, au 3e, 4e siècle. C'est une culture qui a migré depuis la Pologne actuelle, et les études de pollen, notamment de pollen de plantes anthropiques, l'ont bien démontré. Il faut les croiser avec les monnaies, avec d'autres artefacts. Par exemple, ici, vous êtes vers le 1er siècle après Jésus-Christ. Vous voyez que les cercles en rouge correspondent à la concentration de plantes anthropiques et de pollen de plantes anthropiques sur ces territoires. On voit qu'il y a un effondrement au 2e, 3e siècle. Ça correspond à la migration de ces Goths vers l'Ukraine, vers d'autres territoires. Et on voit que d'autres peuples viennent réoccuper ces territoires. Là encore, on le voit toujours à travers les pollens anthropiques, au début de ce qui correspond à notre haut Moyen-Âge, au 5e, 6e siècle. Et donc ça correspond à probablement des implantations vandales. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que là, je vous ai donné un exemple d'une monnaie très particulière, qui est le signe, la trace matérielle de ces migrations, de ces incursions et de ces pillages. Mais il faut toujours, là encore, le contexte avant tout, corréler ces données avec d'autres. Et ici, je vous ai donné les pollens, mais on aurait pu peut-être prolonger la discussion avec les bactéries. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Effectivement, c'est très complémentaire de ce que nous avons vu tout à l'heure, mais ça montre aussi bien la complexité des rapports entre les Romains et les barbares, et non pas l'univocité de leurs relations. Le médaillon de Lyon, notamment, est particulièrement intéressant parce qu'il montre bien qu'il y a dans l'idéologie romaine cette idée d'accueil des migrants, qu'ils soient déportés ou simplement réfugiés et demandant l'asile aux Romains. C'est très difficile d'identifier les raisons pour lesquelles les barbares entrent sur le territoire. Peut-être quelques minutes, 3-4 minutes de questions, si vous avez quelque chose à demander. Il est même compliqué de faire la distinction entre les circulations commerciales et les circulations militaires de monnaie. Parce que tu as parlé notamment tout à l'heure des monnaies trouvées en Afrique. Ça pourrait très bien être aussi des monnaies venant de mouvements de l'armée romaine.
Souvent, en fait, ça dépend là encore du contexte. Il y a des trésors très importants, des dépôts, en fait, ce qu'on appelle des trésors, c'est des ensembles clos. Il y en a un qui a été trouvé à Misrata, en Libye, et c'est une énorme, c'est une cargaison de numéraires frais. Et là, clairement, c'est lié à des... On ne pense pas que c'est une cargaison commerciale, c'est une cargaison d'État, donc ou bien pour le prélèvement d'impôts, ou bien pour des soldats, mais les soldats sont liés à l'impôt, donc on a effectivement on peut parfois caractériser les circulations de monnaie à partir du contexte. Oui, les monnaies ne peuvent pas être analysées toutes seules. Il faut les textes littéraires aussi, ou les textes juridiques. Et il y en a quand même beaucoup pour l'Antiquité. Oui, François, vous y allez ? Est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler, au fond, comment fonctionnent les monnaies, comment elles sont acceptées? Parce que de nos jours, une monnaie est acceptée sur un territoire ou dans un espace européen, etc. Or, à l'époque, c'est quelque chose qui a dû prévaloir jusqu'au début du 19e siècle en Europe. Quelqu'un d'une nation A peut utiliser la monnaie d'une nation B pour payer quelque chose dans une nation C. Enfin, dans un territoire, c'est un peu... L'idée que les monnaies ont des valeurs qui sont parfaitement limitées par des frontières souveraines n'existait pas vraiment, ou dans quelle mesure? Enfin, si vous pouviez préciser un peu ça. Donc, en tout cas, il y a déjà 3 niveaux bien distincts. C'est le type de métal dans lequel la monnaie est frappée et sa fonction. Chaque métal correspond à une fonction et un usage dans l'Empire romain. Donc on a l'or pour les échanges de prestige, l'armée et les distributions, l'argent pour on va dire pour le fonctionnement de l'État au quotidien, la paye, la solde des soldats, des légions, et puis le bronze pour les échanges, les transactions classiques de tous les jours. Donc il y a ces 3 niveaux-là. L'or est reconnu partout. En Égypte, aussi bien qu'en Bretagne, en Mauritanie, le Maroc, en Dacie, là, il n'y a pas de problème. L'argent également, puisque la valeur intrinsèque garantit la valeur de la monnaie. En revanche, le bronze, c'est beaucoup plus complexe, puisque dans l'Empire romain, on va garder ce que je vous ai montré il y a 2 minutes. Certaines régions, notamment l'Orient romain, va garder, pour les communautés locales, les cités, le privilège des frappes locales de bronze pour des diffusions locales, comme il existe au Moyen-Âge, des frappes locales de certaines villes qui fonctionnent quasiment que pour des échanges locaux, pour des échanges vraiment minimes. Hein, donc on a une imbrication de ces différents niveaux-là. Et la monnaie fonctionne tant qu'elle n'est pas décriée par l'État. Donc si l'État romain dit à un moment ces monnaies d'argent dévaluées, on n'en veut plus, eh bien les gens vont soit les rapporter, soit les enterrer. Et c'est pour la raison pour laquelle on a autant de dépôts parfois du IIIe siècle. Quand la monnaie est décriée par l'État, les gens les enterrent en attendant des jours meilleurs. Et parfois on voit même des résurgences. Parce qu'un siècle plus tard, on va frapper des monnaies avec le même module, le même diamètre, à la fin du IVe siècle. Et on va ressortir ces vieilles monnaies du IIIe siècle qui ont le même module et le même poids, et qui seront acceptées pour des échanges, pour acheter du pain ou des choses très simples. Par contre, effectivement, on ne manipule pas la monnaie. Pour l'or et l'argent, c'est jamais manipulé. C'est dangereux aussi pour l'État, pour le représentant de l'État, de manipuler l'or. Enfin, le seul moment où on a des manipulations sur l'or, le taux de fin de l'or, par exemple, il est autour de 99%, une monnaie d'or dans l'Empire romain. Le seul moment où c'est manipulé, c'est les années 260, quand on a un empereur qui est tiraillé entre 2 pouvoirs concurrents, etc. Donc, l'or et l'argent, ce sont 2 choses, et ça fonctionne tant que l'État valide ces usages-là. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Et dans le Barbaricum, les monnaies changent de sens. Elles sont démonétisées, elles sont lingotisées en quelque sorte. Mais elles ont le prestige de la marque de l'empereur. Ça devient des objets qui peuvent être portés, qui peuvent être des objets d'échange dans les populations barbares, qui sont enterrés avec, ils les portent en collier. On voit qu'il y a tout un rituel autour de la monnaie, comme des médailles un peu, qui peuvent être très différentes de l'usage qui en est fait à l'intérieur de l'Empire.